Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ça me fait vraiment très très plaisir de vous accueillir aujourd'hui parce qu'il y a à peu près 2 ans, jour pour jour, il n'y a pas à peu près d'ailleurs, nous rentrions en période de confinement. Donc pour moi aujourd'hui, c'est quand même assez extraordinaire de vous avoir tous avec nous. Et puis j'ai une petite fierté aujourd'hui parce qu'on est le premier atelier à être complet en quoi ? Peut-être 4-5 jours. Donc on a dû refuser, on a remis des gens à la place. Là je vois Sandrine qui rigole. Et voilà, après c'est bien, ça prouve qu'il y a un vrai intérêt. Une fois de plus, ça prouve aussi que les Normands sont toujours là au rendez-vous. Nos collectivités sont toujours top, elles veulent toujours faire plein de choses. Elles sont innovantes, on oublie de le dire, donc je les félicite encore d'être ici présentes. Il faut savoir quand même qu'on a à peu près... je crois que c'est 49% des collectivités depuis 1 an qui répondent à nos appels à projets sur les biodéchets. Donc bravo à elles, parce que c'est pas facile. Je sais que tout n'est pas toujours très clair, on le verra tout à l'heure. La réglementation évolue très très vite. Et puis même nous, on a du mal aussi à tenir nos actions en lien avec notre plan régional de prévention et gestion des déchets. Je le rappelle, premier plan en France à avoir été adopté, donc on ne peut pas nous dire vous avez copié sur les uns et les autres, mais on a été largement copié. Donc ça aussi j'en suis fière et c'est grâce à vous parce que je crois que Guillaume ce matin l'a dit, c'est à peu près moins de 400 mais quand même 400 partenaires normands qui ont travaillé à nos côtés pour rédiger ce plan qui est quand même je peux dire, il y a une vraie unanimité, puisque vous avez tous voté pour, donc, et vous êtes toujours présents à nos côtés. Les entreprises également, donc je les félicite et les remercie également. Et nos partenaires, donc, comme l'ADEME, qui sont, Gauthier, Monsieur Le Gentil, qui sont toujours présents à nos côtés, l'Adréal et puis GRDF. Enfin voilà, tous ces partenaires avec qui on travaille quand même assez régulièrement sur les biodéchets. Et surtout, donc, notre observatoire, on verra avec Marie tout à l'heure, directrice de Biomasse Normandie, donc pour parler un peu du tri à la source des biodéchets. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Séverine Villabessé, donc je suis responsable du pôle planification déchets pour la région. Et puis, j'ai une double casquette puisque je suis également copilote du groupe de travail déchets pour Région de France, donc avec qui je travaille souvent avec Jean-Michel Buff, qui est mon élu référent, donc sur les thématiques des déchets en général. Donc, on l'a vu aujourd'hui, le tri à la source des biodéchets, ça peine à se mettre en place quand même, malgré tout, sur le territoire français. Et c'est vrai que il y a malgré des objectifs réglementaires de plus en plus rapprochés, puisque la loi transition écologique pour une croissance verte nous indiquait d'être prêt au 1er janvier 2025. Aujourd'hui, avec la loi AGEC, on arrive au 31/12/2023 pour l'ensemble des producteurs et détenteurs de biodéchets. Alors c'est vrai que ça va très très vite. Et puis la Normandie, elle fait pas exception en fait dans ce tableau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même si on a ce pourcentage important de personnes qui répondent, aujourd'hui, seuls 17% des collectivités normandes sont soit en expérimentation, soit en développement. Donc, ce qui n'est pas énorme. Donc, on peut encore monter 1, voire 2, voire 3 marches. Et c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir tenir cette conférence un peu salon, parce que vous allez rencontrer des offreurs de solutions. Donc, qui sont normands ou en phase de le devenir, je l'espère. Mais avant tout ça, on va travailler... Enfin, Marie, si tu veux bien. Donc, tu vas nous présenter un peu les modes de solution possibles dans dans le tri à la source des biodéchets, parce que souvent, on peut se dire, tiens, il n'y a qu'une solution, le porte-à-porte. Moi, je peux pas, je suis rurale, donc ça ne me sert à rien, c'est trop cher. Enfin, voilà, tout ça. Mais également, reparler peut-être du gisement mobilisable en Normandie. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est les exutoires qui peuvent accueillir nos biodéchets, surtout les biodéchets avec des sous-catégories animaux, on peut dire des animaux, la SPAN 3. Alors, je te laisse... Ouais. Bonjour à tous, donc Marie Guillet. Donc pour faire suite à ce que vient de dire Séverine, donc peut-être je vais passer. Hop. Donc
intervention, on la réalise dans le cadre de l'animation de l'Observatoire des déchets, de la ressource et de l'économie circulaire, qui est un observatoire régional soutenu par l'ADEME et la région. Et effectivement, la thématique des biodéchets a été assez centrale dans le travail qu'on a réalisé en 2021, en plus de toutes les actions qui sont menées dans le cadre de cet observatoire, dans la mesure où, avec l'échéance réglementaire qui arrive assez rapidement, évidemment qu'il y a eu une réflexion au niveau régional pour définir une stratégie d'accompagnement des collectivités. Et donc l'observatoire a été un outil pour permettre d'engager cette réflexion au niveau régional. Peut-être avant... un petit message, parce qu'on parle de biodéchets, mais au préalable, il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, donc c'est 30% à peu près de notre poubelle noire, mais qu'il y a encore une grosse part de ces biodéchets qui sont en lien avec le gaspillage alimentaire, et que du coup, il y a quand même une première brique, là, avant de parler des solutions qui ne sont pas abordées à ce niveau-là, mais qu'il faut déjà réduire cette partie de gaspillage alimentaire. Et puis, évidemment, ce qui restera à mobiliser, en tout cas à dévier de cette poubelle noire. L'intérêt, c'est de pouvoir ramener cette matière organique au sol, où on voit que c'est un enjeu aussi pour l'entretien des sols, de leur intérêt agronomique, et puis aussi pour faire face à la résilience et à l'adaptation au changement. Donc voilà. Donc les biodéchets, bon, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais là quand on va parler des biodéchets, c'est essentiellement sur la partie déchets alimentaires, du coup restes de repas et restes de préparation. Juste une petite notion quand même, parce qu'elle a son importance sur les exutoires de traitement. Les biodéchets, ça comprend aussi les biodéchets qui peuvent être... qui ont encore leur emballage. Donc ça, typiquement, c'est le gaspillage alimentaire, mais du coup, on peut avoir dans ces biodéchets des biodéchets qui ont encore l'emballage. Et donc, avant de les envoyer vers des exutoires de traitement, il faut retirer cette partie emballage, et on verra que ça peut avoir son importance sur les équipements à mettre en place derrière. L'échéance réglementaire, c'est pareil. On a en tête que c'est à partir du 1er janvier 2024 que les collectivités devront... en tout cas, que tous les producteurs de biodéchets devront avoir une solution pour gérer ces biodéchets. Donc ça concerne à la fois les collectivités compétentes en matière de gestion des déchets, et puis après tous les producteurs aussi qui sortent du service public et qui ont pour certains déjà des obligations de tri. Alors, de quoi on parle quand on parle des solutions de gestion des biodéchets? Je suis allée trop vite en fait. Il y a deux grandes solutions de gestion que vous avez probablement tous en tête, mais ça permet de les resituer. Donc il y a la première partie qui est en lien avec une gestion directement par celui qui produit le biodéchet, ce qu'on appelle la gestion de proximité ou in situ. Après, dans les équipements de gestion in situ, il y a plusieurs dimensions en fonction de l'échelle de déploiement. Ça peut aller du composteur individuel au composteur de quartier quand on raisonne sur une échelle plus globale. Et ensuite, on adapte aussi les sensibilisations en fonction du type d'outil qui est mis en place. Et puis en parallèle de ces modalités de gestion de proximité, on a la possibilité de déployer un service de collecte au même titre, de développer un nouveau service de gestion des déchets au même titre qu'on peut l'avoir pour les OMR ou les recyclables. Ces deux solutions, elles sont évidemment pas opposées. On peut avoir des synergies et une complémentarité parce que la collecte va être adaptée sur des territoires où on va plutôt avoir une densité de population, une densité de producteurs importante, alors que sur des territoires plus ruraux, ça va engendrer des collectes, peuvent engendrer en tout cas des coûts de gestion relativement importants, et il peut s'avérer que sur ces territoires-là, des modalités de gestion in situ peuvent être plus appropriées. Donc sur une même collectivité, on peut avoir à la fois les deux modes de gestion en fait. Et donc sur la partie qui va plus sur lequel on va plus s'appuyer là, c'est sur la partie collecte et biodéchets qui vont faire l'objet d'une collecte
séparés. Il y a plusieurs possibilités. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, soit on fait du porte-à-porte, donc chacun a son bac et on collecte les biodéchets, soit on fait de l'apport volontaire. Donc là, vous verrez que tout à l'heure, vous pourrez vous rendre compte qu'il existe plusieurs types d'apports volontaires de biodéchets. Je ne rentre pas dans le détail là-dessus. Et par contre, l'objectif de faire ces collectes séparées, c'est que derrière, les biodéchets qu'on collecte, ils soient envoyés sur une installation qui permette le retour au sol. Donc il y a deux grandes solutions, le compostage ou la méthanisation. On verra le parc en Normandie existant. Et au préalable, avant d'envoyer ces biodéchets sur ces installations collectives de compostage ou de méthanisation, il y a une étape préalable qui peut s'avérer comme indispensable, c'est le déconditionnement, ce qui va permettre de retirer à la fois les emballages, par exemple le pot de yaourt périmé, de retirer cet emballage plastique et aussi toute la partie sac qui est souvent associée aux collectes de porte-à-porte. Ça se fait généralement avec des sacs de volume et de matériaux différents. Ça peut aller des sacs en craft à des sacs plastiques ou biodégradables ou pas. Donc on a ces deux grandes solutions en synergie, et puis sur la partie porte-à-porte avec des outils, des équipements à déployer. Donc l'objectif et le travail qui a été mené justement en 2021, c'était pour identifier par rapport à la solution collecte, identifier le parc des installations qui étaient en capacité, des installations de compostage et de méthanisation qui pouvaient être en capacité d'absorber le flux à venir de biodéchets, le gisement de biodéchets à venir. Donc la première étape de ce travail, ça a été d'identifier le gisement. Où est-ce qu'il se situe, quelle quantité, pour ensuite faire le parallèle avec les installations qui sont en fonctionnement et d'identifier les zones où il faut éventuellement déployer des nouveaux équipements ou réorganiser des circuits de transfert. Donc sur cette carte-là, on a mis en évidence le gisement de biodéchets qu'on peut mobiliser au travers de collectes. Donc c'est pas tout le gisement de biodéchets. Là c'est vraiment la partie, le schéma, on va dire, la partie droite du petit synoptique d'avant. C'est vraiment les biodéchets qu'on peut collecter. Et en l'occurrence ici, on a fait un focus sur la partie ménage. Et on se rend compte que, sans surprise, que évidemment les biodéchets ils sont présents sur les pôles urbains. Et qu'on a aussi des biodéchets sur certaines zones touristiques de la frange littorale. Et donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat qui apparaît pas ici, mais qu'il faut avoir en tête, c'est que la composition de ce flux, il est pour partie lié au ménage, donc avec des contraintes de production assez standardisées. Et après, on a aussi une partie qui peut être plus ou moins importante selon le type de territoire, d'assimilés. Donc les assimilés, ce sont tous les professionnels, et notamment sur la frange touristique, on a une part d'assimilés qui peut être importante. Ça veut dire que derrière, quand on déploie ou quand on réfléchit à quel mode de collecte on va mettre en place, il faudra aussi proposer des services de collecte qui soient adaptés à des besoins propres à ces assimilés, avec des fréquences, des modes de collecte qui peuvent être différents de ceux qu'on va proposer aux ménages. Donc ça, c'était le premier renseignement. Et la première partie du travail, identifier où était le gisement. Je ne vous donne pas les chiffres parce que vous n'allez pas les retenir. Donc, mais par contre, ils seront sur le diapo. Donc le deuxième travail a été d'identifier, une fois qu'on sait où est le gisement, d'identifier l'endroit où on peut traiter ces biodéchets qu'on va potentiellement collecter. Donc ça, c'est la carte à jour d'octobre 2021. Je pense qu'elle n'est pas trop... Alors là, ce sont que les installations en fonctionnement. On n'a pas les projets. Et c'est le parc des unités qui comprend à la fois les installations de compostage, de méthanisation. Alors là, vous vous dites, mais il y a plus d'installations de compostage ou de méthanisation en Normandie. Donc oui, mais toutes ne sont pas en capacité d'intégrer des biodéchets parce qu'il faut avoir, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai, il faut avoir répondre à la réglementation, notamment sanitaire, avec des obligations et des agréments spécifiques. Donc, on a un parc qui est composé de 12... En gros, on a 12 sites qui peuvent accueillir les biodéchets,
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a sur ces 12 sites de traitement, on a 4 sites de compostage et 8 sites de méthanisation. Et cette filière méthanisation, elle est aussi en montée en puissance par rapport à la partie compostage, même liée à la dynamique de la filière. Et sur ces sites de traitement, il y en a un tiers qui sont équipés d'un déconditionneur. Le déconditionneur, l'outil qui permet de retirer les emballages. Donc ça, c'était une petite photographie. Et on se rend compte aussi, en dehors de cet état des lieux, si on vous souvenez de la carte d'avant, c'est que le gisement se croise pas forcément avec l'endroit où on a les sites actuellement de traitement. Ce qui veut dire que c'est aussi pourquoi finalement la région et l'ADEME ont lancé une stratégie pour adapter ces équipements aux besoins des territoires, donc avec notamment l'appel à projet et des conditionnements. Et vous allez le voir au travers des témoignages que dans la mise en place de ces outils, c'est soit des adaptations des outils, enfin des installations qui existent, ou avec des montages techniques et juridiques différents, ou soit création, et là aussi avec des montages juridiques ou techniques qui peuvent être propres à chaque type d'installation, et où les acteurs privés et publics ont aussi leur place. Voilà. Merci Marie. Non, c'était parfaite comme d'habitude. Enfin, je pense que tout le monde est content. Notre maîtresse du temps, s'il vous plaît. Parfait. Merci Marie, parce que en fait, là, ça nous donne quand même un point très important. On vient de voir que... Mais tu peux rester là si tu veux. Nous venons de voir donc effectivement, tous les territoires aujourd'hui ne sont pas égaux pour valoriser leurs biodéchets. Ça, c'est important. C'est le premier enseignement qu'on peut en tirer. On voit bien aussi qu'il y a des zones vraiment vierges d'opérateurs aujourd'hui. Et comment on peut travailler sur ces zones-là? Alors, est-ce qu'on doit nécessairement attendre qu'une entreprise privée, un opérateur privé vienne ou pas? Est-ce qu'on peut aujourd'hui trouver d'autres solutions? Et c'est ce qu'on va tenter. On va tenter de répondre à ça avec aujourd'hui 3 intervenants, 4 même. Donc, j'appelle maintenant Olivier Paz, donc président de Normanterie, société publique locale. Erwan Le Tallec, donc directeur de Valencène, donc société d'économie mixte. Et enfin, messieurs Jean-Pierre Delaporte et Frédéric Persson, donc président et DGS du SDOMOD, donc syndicat de l'Ouest de l'Eure. Allez-y. Donc je vais parler. Donc vous avez des micros, messieurs. Bonjour. Et puis d'ailleurs, j'ai oublié la zapette. Donc je retourne. Toc. Donc nous allons commencer donc avec vous, Monsieur Paz. Donc je vous laisse donc prendre votre micro. Donc aujourd'hui, vous êtes donc entre autres président de Normanterie, mais peut-être que vous voulez nous dire un mot d'ailleurs en accueil. Oui, je voulais dire un mot en préalable. C'est Caton l'Ancien qui, devant le Sénat romain, disait toujours Carthago delenda est, il faut détruire Carthage. Il se trouve que je suis ami avec le maire de Mariupol. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone ce matin. La situation est absolument apocalyptique. Les morts jonchent les rues. Quand les civils veulent fuir, on leur tire dessus. Et je lui ai dit que dans toutes les interventions que je ferai, je commencerai en disant « Il faut sauver Mariupol ». Voilà, je m'excuse, c'est un peu lourd, mais je suis très ému par cette situation horrible. Et il est venu ici, le maire de Mariupol est venu ici. On a déjeuné avec Joël Bruno il y a 3 ans. Il était venu voir justement la gestion des déchets en Europe, voir comment nous gérions au Civedac nos déchets. Il était complètement tourné vers l'Europe et il voulait trouver des moyens, enfin utiliser la chaleur de l'incinération pour chauffer sa ville parce qu'il achetait le gaz en Russie. Voilà, donc aujourd'hui ça a encore plus d'importance. Voilà, donc à part ça, effectivement, j'ai la chance d'être le maire d'une très jolie commune, Merville-Franceville, et d'être président du Civedac, ce qui m'a amené, qui gère les déchets de l'agglomération caennaise et plus maintenant, 400 000 habitants, donc presque les 2 tiers du département.
Et donc, d'avoir été un petit peu, avec quelques-uns, l'initiateur et aujourd'hui le président d'une ESPL, Normanterie. On a appris dans un secteur qui est un secteur assez cloisonné. C'était un peu des petits pré-gardés, hein, les syndicats de traitement d'ordures ménagères. On a appris à se parler par-dessus la haie. Et aujourd'hui, on a monté un vrai partenariat qui est pour le recyclable, puisqu'il s'agit de la création d'un centre de tri. Mais ce que je vois, c'est que ça va bien au-delà, parce qu'on a pris l'habitude de se parler, de travailler ensemble, et qu'on parle d'ordures ménagères résiduelles, on parle encombrants, on parle déchets verts, on parle biodéchets, on parle de tout. Et je crois que voilà, cette vision territoriale de la question, qui était déjà initiée par la région, et c'est vrai que la région a fait beaucoup pour qu'on se parle, et je le salue, nous permet aujourd'hui, dans tous ces domaines ô combien importants de la gestion des déchets, d'être pertinent et cohérent. Vous savez, moi je dis toujours que on a cru trop longtemps que nos syndicats, les outils qu'on mettait en place étaient des syndicats techniques. Il n'y a pas de syndicat ou de SPL plus politique que celle qui traite des déchets, parce que quelque part, elle est révélatrice de la vision qu'on a du monde d'aujourd'hui, de notre petite planète, et elle est révélatrice également du souci qu'on a des générations futures. Donc il n'y a pas d'acte plus politique que celui-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un syndicat comme le CIVEDAC, par exemple, que je préside depuis un certain temps, on consacre plus d'énergie, plus de temps, plus de salaire pour éviter que des déchets arrivent chez nous que pour les accueillir. Voilà, c'est ça la réalité de notre fonctionnement aujourd'hui. Alors, que voulez-vous que je vous raconte? Dites-moi. En fait, moi, ça m'intéresse beaucoup, en fait, cette histoire. En fait, je l'ai vue naître. Et j'en suis fière, hein, vous l'avez dit. Bon, donc en réalité, effectivement, c'est la conjugaison. On a parfois le tort de voir trop petit. Et donc, nous avions réfléchi, avant même que le centre de tri vieillissant qui traitait nos déchets, Guy Dauphin Environnement, nos recyclables, ne brûle. On avait commencé à réfléchir à quelque chose d'un peu plus large. On avait fait une étude qui avait été financée par l'ADEME. L'ADEME est quand même un partenaire incontournable, hein, pour tout ce travail. Et puis, on avait conclu que finalement, c'était pas mal de rester comme on était. Bon. Et puis la Manche, de son côté, avait fait le même travail, mais ils n'arrivaient pas, eux, à avoir le périmètre pertinent suffisant pour construire un centre. Et donc, avant même que Guy Dauphin Environnement ne vienne à disparaître, à brûler, on a décidé de se rencontrer. D'abord, quelques-uns, le Point Fort à Saint-Lô, le Cherbourg, et le CIVEDAC et le CEROC également, Bayeux-Vire. Ils sont tous présents là, ils vous écoutent. Non, je vois bien, je les vois, je les reconnais. On a décidé de se réunir et de se dire qu'est-ce que l'on pourrait faire ensemble. Et alors, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait quelques écueils à lever. Premièrement, on s'est rendu compte, quand on a fait le barycentre, parce qu'on a dit, on va voir si on devait faire une installation, où est-ce que ça serait intéressant de la faire. Et finalement, on s'est rendu compte que le barycentre, je veux dire, des entrants, il était déjà très à l'est du territoire. Il était vers Caen, vers Carpiquet, dans ce secteur-là. Et après ça, si on a fait un barycentre élargi à la sortie, parce qu'il faut bien voir que sur le tri, c'est qu'une étape sur le chemin du recyclable. Les recyclables, ils viennent de plein d'endroits, ils arrivent au centre de tri, puis après ça, ils repartent. Et en réalité, tout le recyclage actuellement, c'est en région parisienne, c'est même dans les Vosges pour le papier actuellement. Et donc, très naturellement, on a mis notre centre de tri tout à fait à l'est du territoire, et donc il va voir le jour à Colombelles. Et puis ensuite, la chose qui est venue instantanément, c'est de dire, pour que ça marche, on mutualise les coûts de transport, c'est-à-dire que le déchet vienne de la porte du centre de tri ou qu'il vienne de la pointe de Cherbourg, l'usager paiera exactement le même prix. C'était le seul moyen pour, effectivement, avoir quelque chose qui soit cohérent et puis qui prouve qu'il y avait une solidarité de territoire et l'objectif, donc, de construire un centre de tri nouvelle génération avec moins d'interventions humaines et des interventions humaines, j'allais dire, moins dures pour les personnes qui le font. Aujourd'hui, l'intervention humaine dans un centre de tri moderne, c'est plutôt du contrôle qualité qu'autre chose. Et puis, on a eu une réflexion également qui, à mon avis, est très révélatrice de la vision qu'on a des choses. Notre besoin aujourd'hui, c'est 72 000 tonnes à peu près. Donc, le secteur qui est sur la carte, c'est 1 200 000 habitants. C'est aujourd'hui 12 intercommunalités ou établissements publics de coopération intercommunale. Et donc, 72 000 tonnes.
on a décidé de faire un centre de 55 000 tonnes. On a décidé de faire un centre de 55 000 tonnes parce qu'on parie sur la baisse des emballages, c'est-à-dire qu'on prend le pari qu'au fil des années, les emballages vont baisser. Et on s'est dit également que nous pouvions avoir, puisque quand le centre va être construit, on n'aura certainement pas 55 000, mais peut-être 65 ou 70 000, que ça nous permettait d'avoir des coopérations avec des centres privés. On voit aujourd'hui quand même les coopérations nécessaires. C'est bien rare, si vous voulez, quand il y a un centre qui rencontre un problème technique, il faut immédiatement pouvoir avoir des solutions, parce que ce sont des dizaines de tonnes qui arrivent tous les jours. Et donc l'idée, c'est de lier des partenariats, donnant, on s'aide, on se dépanne, le cas échéant. Et pour assurer, puisqu'il y avait des craintes de la part de certains privés, pour les rassurer sur le fait que nous n'allions pas chercher à prendre des marchés ailleurs, nous avons fait le choix de la SPL. Alors ça n'est pas encore très connu. J'en mesure dès à présent les avantages et les inconvénients, mais la SPL, c'est la société publique locale. Donc en réalité, c'est une société anonyme qui est composée, donc elle répond à tous les critères d'une société anonyme, si ce n'est qu'elle est composée uniquement de personnes publiques, donc c'est-à-dire de collectivités ou d'établissements de coopération intercommunale. Et le principe d'une SPL, c'est qu'elle ne travaille que ce qu'on appelle avec un anglicisme in-house. Elle ne travaille uniquement pour ses adhérents. C'est-à-dire que nous n'allons pas aller chercher des marchés extérieurs pour être sûr de faire fonctionner le centre de tri à 100%. Et c'est pour ça aussi qu'on a adopté un volume, un tonnage un peu inférieur à ce que nous avons besoin. Alors, nous ne sommes pas pour autant otages parce que nous sommes partis, nous, sur un 2x8. On pourrait travailler le samedi s'il y avait besoin à un moment donné, si on avait une tension quelconque. Mais l'objectif, voilà, c'était ça, c'était d'afficher à la fois la volonté que nous avions de voir baisser les emballages, et ça passe pas uniquement par nous, pas uniquement par l'usager, mais également, je veux dire, par ceux qui mettent sur le marché. Hein. Et donc, il faut à ce niveau-là améliorer les choses. Mais voilà, la création de cette SPL et les caractéristiques que l'on a retenues pour lancer ce marché, donc un marché global sur performance. L'objectif, c'est d'avoir un groupement qui imagine le centre de tri, qui le dessine, qui l'équipe et qui, par la suite, l'exploite pendant 7 ans, 5 ans, plus un an, ce qui fait que tout le monde est lié dans l'opération. Celui qui exploite ne peut pas dire que ça a été mal conçu puisqu'il fait partie du même groupement. Et donc, ça nous a paru, à la fois la SPL, la bonne structure qui permettait à chacun d'être entendu, qui n'était pas trop lourde d'un point de vue d'organisation, et en même temps, ce marché global sur performance qui nous garantissait des offres avec une solidarité entre le concepteur, l'équipementier et l'exploitant. Merci, Monsieur Paz. Donc là, j'ai retenu quelques mots très importants. Donc, vous servez l'intérêt général, là, c'est clair. Vous avez une maîtrise du territoire, la connaissance, également un fort esprit d'entreprise, je pense. Et puis, une transparence absolue, donc c'est ce que j'en retiens, et une équité aussi. Parce que vous l'avez dit, l'équité par rapport au prix que vous avez. Donc ça, c'est très important. Cette forme, ce statut, il est très, pour moi, il n'est pas négligeable. Il faut l'étudier. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, on l'a vu. Il faut quand même un leader. Ça, c'est indéniable. Vous avez cette caractéristique. Et donc, c'est pour ça aussi que vous avez réussi à fédérer autour de vous. Et c'est également pour ça qu'aujourd'hui, nous avons les collectivités qui sont dans Normanterie. Enfin, on n'a pas le temps de témoigner parce que là, je vois Peggy qui me dit « Il est l'heure, Séverine !» Et donc, je vous remercie encore, Monsieur Paz. C'est donc Monsieur Erwan Le Tallec, bonjour. Alors, bonjour. Hop. Donc je disais, je viens de faire connaissance avec vous. J'ai pas pu mettre votre photo. C'est pas grave. Mais vous êtes directeur de Valencène, donc la SEM, donc la Société d'économie mixte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur Valencène ? Oui, bien sûr. Je vais présenter Valencène en 2 mots, puisque ici à Caen, on n'est pas très bien répertorié. Notre région, c'est plutôt la Haute-Normandie, selon le périmètre d'action. Ex-Haute-Normandie. Ex-Haute-Normandie, mais selon le périmètre d'action à l'époque de l'arrêté préfectoral du SMEDAR, qui est le syndicat mixte qui est à l'origine de la création de Valencène. Et donc Valencène a été créé en 2004
par le SMEDAR. Le SMEDAR, ça regroupe 5 EPCI, dont la métropole de Rouen, et 600 000 habitants environ, pour 160 communes. Donc la volonté à l'origine de la création de Valencène, et je rejoins mon voisin, c'est une volonté politique, c'est un choix politique pour l'intérêt général, de ne pas recourir à un privé, sachant que la relation pour notre UVE, notre unité de valorisation énergétique, est assez atypique. Il y a 3 acteurs, il y a le SMEDAR, il y a un contrat d'exploitation avec un partenaire privé, et ensuite il y a la SEM Valencène pour la commercialisation du vide de four. Le vide de four, ça consiste en fait dans l'usine, notre UVE, l'unité de valorisation énergétique, l'incinérateur, pour ainsi dire. Le choix avait été fait à l'époque de faire une usine assez grande, et c'était vraiment un choix qui pouvait être vu comme risqué à l'époque, mais qui a porté ses fruits, puisqu'on incinère non seulement les déchets des collectivités, des communes adhérentes, mais il reste aussi une place, donc un vide de four, pour des clients, des partenaires privés. Et c'est là le rôle de Valencène, en fait, c'est d'optimiser ce vide de four. Et par le recours aux partenaires privés, on permet un équilibre financier qui bénéficie à toutes les communes adhérentes. Donc la commercialisation, elle concerne le vide de four, donc ce sont les déchets industriels, mais on a aussi des clients de collectivités, notamment le SIGOM et la CASE, qui sont des collectivités qui ne sont pas adhérentes, qui n'ont pas fait le choix de participer à ce grand projet, mais qui ensuite bénéficient de nos installations. Et ensuite, on collabore aussi avec le SMEDAR sur le centre de tri, dans la même logique d'optimisation, et ainsi que sur les plateformes notamment de sous-produits, compost ou encore biomasse. La SEM, elle a plusieurs années d'existence aujourd'hui. Enfin, elle a 18 ans, oui, aujourd'hui. 18 ans. Aujourd'hui même ou... Non, quasiment, dans 5 jours. Donc on voit bien que c'est un modèle qui fonctionne bien quand même. Et sur la répartition du capital, ça se passe comment en fait ? Alors la répartition du capital, la SEM, contrairement à la SPL qui est 100% publique, une SEM doit avoir au moins 15% d'actions privées. Nous, il y en a 25. Mais le SMEDAR est actionnaire à 75%, ce qui fait l'acteur public a vraiment tout le poids des décisions. Les acteurs privés apportent une collaboration, mais n'ont pas le poids des décisions dans notre structure. C'est quoi les avantages d'une SEM selon vous ? Les avantages d'une SEM selon moi, et puis selon ceux qui l'ont mise en place bien avant moi, j'étais encore tout petit, c'était d'avoir vraiment cette volonté d'intérêt général. C'était de ne pas déléguer à un prestataire privé la gestion de la commercialisation du vide de four. Aussi, il y a vraiment la participation au conseil d'administration et aux assemblées générales de cet acteur public qui donne les grandes orientations. Et le recours à la SEM, selon moi, c'est vraiment ça donne une souplesse juridique et commerciale que ne pourrait pas avoir le SMEDAR en gérant lui-même l'usine, puisque nous, quand on contracte avec des partenaires privés, par la négociation, on n'a pas besoin de passer par les marchés publics. Voilà, tout ça est bien important. Donc je vois Peggy qui me dit qu'il est bientôt l'heure. C'est bien. Est-ce que vous pourriez nous dire en un mot, si vous deviez résumer Valencène en un mot, ce serait lequel ? En un mot, hein. C'est vraiment la souplesse. Souplesse. Ah ouais. Je vous remercie, Erwan. Merci beaucoup. Vous avez votre micro. Ah non, vous voulez parler à 2 micros. Moi d'abord, je voulais quand même faire une... Non, mais il n'y a pas de souci. Je voulais... Alors, oui. Je ne sais pas s'il est déjà appuyé. Ouais. Il est allumé, ça doit fonctionner. Alors, oui. Alors excusez-moi, monsieur Delaporte. Avec mes 2 gros voisins. Oui, mais je voulais juste faire une petite conclusion de messieurs Paz et Le Tallec. Justement, il y a quand même pour moi, la différence entre vous, c'est la détention du capital qui est 100% public d'un côté, avec la SPL, et puis majoritairement quand même d'un autre côté par la SEM. Donc ça, c'est quand même aussi que ça donne une flexibilité. Et il y a quand même un besoin de faire rentrer les opérateurs privés dans ce modèle juridique. Ce modèle juridique. Donc, et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Paz, c'est aussi la concurrence. Donc, chez vous, elle est in-house. Moi, je voulais faire prof d'anglais, donc j'essaie d'y mettre l'accent.
Et ça, c'est important parce qu'en fait, vous travaillez avec vos actionnaires publics sur votre territoire et vous n'allez pas le chercher ailleurs. Ça, c'est très bien important. Et puis maintenant, moi, je voulais juste dire quand même 2 statuts, quand même, 2 modes d'intervention possibles. Hein, on l'a vu, pour répondre aux attentes des élus locaux et puis aussi pour moderniser l'action publique. Ça, c'est important. C'est changer un petit peu ce qu'on connaît, une collectivité. Bon, ok, j'attends. Mais non, eux, ils n'attendent pas. Puis il y en a d'autres également qui n'attendent pas parce qu'ils sont syndicats, ils sont innovants, ils fourmillent d'idées. Alors eux, c'est 10 à la minute. Donc je vous présente Monsieur Delaporte et puis Monsieur Persson. Donc, je vais vous laisser la parole parce que Monsieur Delaporte, il a plein de choses à nous dire. Ça, je le sais. Et puis, déjà, vous allez nous présenter votre syndicat parce que je crois que ça, vous le connaissez par cœur. Je vous disais tout à l'heure, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Moi, je me sens complexé avec 2 gros voisins comme ça. Nous, on est un tout petit syndicat, enfin tout petit, on est petit, 172 000 habitants, 35 à 40% du département de l'Eure. Hein. On va de Rugles à Honfleur, tout en travers, quoi. Et moi, notre leitmotiv, c'est local. Et notre action vis-à-vis de l'environnement, c'est le moins possible de transport inutile. Parce que, vous savez, on travaille les déchets verts comme tout le monde, et dans une benne de 30 mètres cubes, on ne met pas grand-chose. Donc on est arrivé à essayer de balayer tout ce système et de travailler avec du fond mouvant avec du 90 mètres cubes. Et évidemment, on a des prestataires, hein, on n'a pas tous les 4 ans, on fait pas tout en régie, hein, mais je pense que j'ai bien entendu ce matin tout ce qui a été dit. Et le réchauffement climatique, c'est une triste réalité. Moi, je suis issu du monde agricole. J'étais paysan, je le suis encore dans ma tête, et beaucoup de choses ce matin qui ont été dites nous concernent sur nos territoires. Et je pense qu'avec mes élus, on est convaincu qu'on est capable de proposer des solutions locales. On a gardé un centre de tri, un petit centre de tri qui fait du fibreux. On a l'apport volontaire, on a 600 points d'apport volontaire. On bosse beaucoup avec la région et avec l'ADEME, bien entendu. On a besoin de vos sous, donc évidemment. Surtout ceux de l'ADEME. et de vos conseils, Donc moi, je suis très fier de cette. J'ai vu d'autres responsabilités avant, comme je vous l'ai dit. Je suis très fier de le travail qu'on fait ensemble. Aujourd'hui, on est sur la tarification incitative. C'est très difficile à vendre à nos élus locaux. Parce qu'ils ne sont pas tous convaincus, croyez-moi, même si on sait à peu près bien les travailler. On est sur 6 collectivités, sur 6 Comcom. Globalement, ça se passe très bien, mais il faut quand même vendre le truc. Et il faut qu'on y aille, il n'y a pas photo. Hein. Donc on s'est dit, il faut leur proposer des solutions. Et un des problèmes, c'est les biodéchets. Biodéchets, dossier que, évidemment, je connais bien. J'ai été responsable de la méthanisation en Normandie et à l'ADEME, j'ai l'honneur de travailler sur ces dossiers. Donc les biodéchets, il faut trouver des solutions. Et on s'est dit, on va essayer de voir si on peut pas faire quelque chose. On a un centre d'enfouissement sur lequel on valorise le méthane à travers de la cogénération. On a des moteurs qui font de l'électricité. On n'a pas fait de l'injection, on aurait peut-être dû, mais bon, c'est comme ça, c'est fait. On va pas virer les moteurs. Hein. Donc on a de la chaleur résiduelle. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse du déconditionnement. Il y a quelqu'un près de chez nous qui le fait, je ne citerai pas. Vous avez vu, il est sur la carte. Et qui, à mon avis, fait pas ce qu'il faut. Donc moi, je suis direct. On ne va pas le citer. Hein. Non, mais ne vous inquiétez pas. Tout le monde le sait. Hein, et tout le monde le sait. Je ne me suis pas gêné pour le dire en public. Vous savez, avec la responsabilité que j'avais avant, j'allais souvent faire un tour avec le sous-préfet. Vous voyez, voilà. Du coup, ça vous a donné envie de donc maîtriser les choses. Je me suis dit, biodéchets, ok, déconditionnement, ok, mais on travaille très bien. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, il est parti, monsieur qui fait du lin ce matin, on est dans un territoire où on fait du lin. Le lin, aussi bien en Calvados, dans l'Eure qu'en Seine-Maritime, on fait du lin et le lin ne tolère aucun corps étranger. C'est-à-dire que, moi je fais du lin aussi, dans une balle de lin, s'il y a un morceau de plastique, toute la balle est déclassée. C'est une double punition, donc c'est une fibre merveilleuse. Il a bien défendu son dossier, ce monsieur, ce matin, c'était excellent. Donc il faut qu'on puisse continuer à faire du lin dans nos sols de qualité. Et moi, ça a été dit ce matin différemment, mais Saint-Exupéry disait que la terre, on ne l'héritait pas de nos parents, qu'on l'empruntait à nos enfants. Moi, j'ai des petits-enfants, donc je tiens absolument qu'ils puissent continuer à faire du lin. Donc on s'est dit, le déconditionnement, on va le faire comme il faut, avec les outils qu'il faut, même si ça va coûter ce que ça va coûter. Et on imagine, notre projet avance.
On va essayer de le gérer nous-mêmes. En régie, on a l'habitude de gérer un centre d'enfouissement en régie, donc ça c'est au même endroit. Et on envisage faire un truc très local pour notre territoire, hein, pour nos 170 000 habitants. Peut-être qu'on acceptera des clients grande distribution ou autres, qui auront des produits à déconditionner. Là, on les fera payer parce qu'ils ont des sous. Donc, effectivement, on envisage d'avoir un volume. L'idée, c'est pas de monter un méthaniseur supplémentaire sur notre territoire, c'est de fournir ce qu'on a décidé d'appeler une pulpe, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou une soupe, peu importe, à nos méthaniseurs du territoire, avec un tarif qui sera le plus raisonnable possible et qui correspondra au vrai prix, de manière à enrichir nos sols. Et à revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les tristes événements d'Ukraine nous ont fait flamber le prix de l'azote. L'azote est fait avec du gaz russe. Vous voyez l'ambiance, le prix a triplé en un rien de temps, c'est la panique à bord. On ne sait même pas si on en aura l'année prochaine. Et vous disiez quelque chose qui était triste tout à l'heure, mais on pourrait avoir de la famine l'année prochaine. L'Ukraine, c'est 15% du blé mondial. Le port d'Odessa, capitale, qui est très important. J'y suis allé à Odessa, voir un peu la valeur de ces choses-là, et jamais on n'aurait imaginé en arriver là, aussi bien de la guerre que du reste. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des solutions. Et pour garder la fertilité de nos sols, pour les enrichir, il faut absolument que la matière organique qui vient de nos sols, parce que tout ce qu'on mange, ça vient des sols, hein, que ce soit des produits carnés ou des produits végétaux, hein, donc ça puisse retourner au sol. Et la meilleure solution, effectivement, c'est de proposer à on estime la meilleure, proposer à nos méthaniseurs un produit qui vient de chez nous, avec du local. On a quelques méthaniseurs agricoles, je les appelle comme ça, sur le territoire, qui ça va bien, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc il faut qu'on puisse avoir un circuit complet, quoi. Et c'est ça notre grande idée. Mes élus me suivent. Je dis mes élus parce que nous, on travaille vraiment comme dans beaucoup de collectivités, en symbiose. Hein. On s'entend bien, on ne fait pas de politique, ça va très bien. Et c'est parfait, hein. C'est comme ça qu'il faut faire de la technique, faire de l'environnement, et dire à un paysan à qui on a reproché toute sa vie qu'il était pollueur, qui fait de l'environnement, moi je suis content, hein, croyez-moi. Voilà. Frédéric, tu vas présenter le projet. Vous avez plein de projets. Hein. Oui, on a monté une ressourcerie, Valérie l'a dit ce matin. Oui. C'est un de mes vice-présidents, tout ça Valérie, a été avec bien cofinancé avec l'ADEME. Vous savez, il faut toujours, Séverine, avoir un coup d'avance. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Et vous l'avez toujours. Vous avez et même ne pas subir, mais agir. Ne pas subir, mais agir. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai 70 balais, mais c'est pas grave. J'ai encore du tonus. Mais ça se voit. Il n'y a pas besoin de le dire, je crois. Et en fait, vous faites une super équipe avec Frédéric, qui a aussi beaucoup de tonus. Ah, vous pourriez le reconnaître, pourtant. Il est flatté, je pense. Ça m'étonnerait. Alors, c'est donc, quoi Vas-y, je complète. Hein. C'est souvent ça, en fait. Mon président, il parle. Des fois, il fait un peu de hors-sujet. Là, ça a été. Et je complète, après. C'est la faute de mon voisin qui a dit quelque chose de très important. Merci bien. Avec du cœur, et ça, c'est capital. Alors, donc, je reprends. Pas besoin de micro, monsieur Delaporte, c'est bien aussi. Qui marche le tien. Ah ouais, c'est bon. Donc, on a démarré une étude qui a été confiée à Biomasse, et avec qui ça se passe d'ailleurs très bien, j'en profite pour le dire, et avec le partenariat donc, de l'ADEME et de la région. Ce qui n'a pas été dit sur la partie traitement, donc c'est le gisement qui est ciblé. On est entre 4000 et 5000 tonnes de biodéchets pour le syndicat qui fait 172 000 habitants. Je le dis pour que vous puissiez regarder, vous, sur vos territoires, le gisement qui serait captable. Et sachant le gisement, moi, je pense que c'est une donnée qui est fiable, puisque Biomasse a fait sa propre étude de son côté et nous d'une autre. Alors avec des méthodes qui étaient un petit peu différentes. Et voilà, donc sur... l'idée, c'est de... Alors vous avez vérifié, en fait, le travail du bureau d'études, c'est ça? Non, pas tout à fait. Marie qui fait ouf. Non, mais c'était intéressant. Et ça rassurait aussi les élus lors de la commission quand on a présenté ça. Alors, c'est pas seulement de traiter les biodéchets donc, chez nous en régie, on voudrait également les collecter. Et donc, sur notre territoire, donc, nous avons 6 adhérents, 6 communautés de communes adhérentes. Elles sont donc, pour 4 d'entre elles, qui représentent 90% de la population, en études ou en fin d'études de tarification incitative.
Et donc l'idée, c'est lorsque ces 4 seront au moins dans la période à blanc de facturation de la tarification incitative, donc 2024, de mettre en place en même temps de la collecte de biodéchets sur tout le territoire. Pas seulement sur les parties les plus urbaines, mais également sur les secteurs ruraux. Alors ce serait un petit peu moins doté, forcément, parce qu'on a moins de le de maillage population. serait moins dense finalement. Voilà, tout à fait. Mais l'idée, c'est de ne pas léser les habitants qui seront en tarification incitative, puisque tout le monde ne peut pas composter. Et donc, on est parti sur un modèle qu'on a vu en Alsace centrale, du côté de Célestat et autour, où ils ont fait une dotation qui était encore plus forte que la nôtre, mais où dès la première année, pour 120 000 habitants, ils ont collecté 3 000 tonnes. Et nous, les 3 000 tonnes, c'est notre objectif sur les points d'apport volontaire qu'on se fixe donc pour 172 000 habitants. Donc, en plus de ce maillage de points d'apport volontaire, vous avez là le modèle, c'est le modèle Axibio. Alors c'est un modèle, je le mets parce que c'est un des retours d'expérience qu'on a. Mais je crois qu'il est présent. Oui. Justement, tout à l'heure, il va pitcher. C'est pas une pub gratuite, ni pour biomasse. Quand même. Il y en a d'autres ici, parce qu'on parle beaucoup de composteurs. On pourrait parler de vermi-composteurs aussi. Il y a cette possibilité. Il y en a pour tout le monde, en fait. Alors nous, on est parti sur un principe de collecte en caisse-palette. Donc l'idée, c'est d'avoir des camions, des semi-remorques avec des 19 tonnes avec un plateau sur lesquels on charge les caisse-palettes. Un petit Clark qui se met derrière. Un petit chargeur embarqué. Dans les camions, oui. Ça se voit là. Et en fait, qu'on aille chercher les caisse-palettes, qu'on les remplace par une vide et que le lavage des caisse-palettes se fasse sur le site de Malville-sur-le-Bec. Ah non, d'accord. Là où on aurait un robot de lavage sur le site du déconditionneur. Et donc, pourquoi partir sur de la caisse-palette ? Parce qu'en fait, notre habitat n'est pas très dense et c'est pas une question de tonnage qu'on va réussir à collecter, puisque en moyenne, sur le temps passé, entre le trajet entre les points et le temps de collecte et de nettoyage des points, parce qu'il faut aussi nettoyer les abords pour donner envie aux gens d'y aller, on imagine que ce serait en moyenne 3,5 points par heure. Donc au final, ce n'est pas un très gros tonnage qu'on va collecter, même si on cible pour les points d'apport volontaire 3000 tonnes à l'année. Mais donc ça marche très bien avec un camion plateau qui consomme moins et qui pourrait faire donc ces kilomètres. Et en plus de ce parc de points d'apport volontaire, on veut aller chercher donc tout ce qui est gros producteurs, on va dire assimilés publics. Donc on pense aux cantines scolaires, collèges, lycées, les EHPAD, les hôpitaux. Ça c'est la fin, ça. Donc, ce qui nous permettrait d'approcher déjà là les 4000 tonnes. Et pour arriver, le projet, c'est entre 4 et 5000 tonnes. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher en plus la grande distribution et les autres clients. Quoi. Parce que le seuil de rentabilité, il est fixé à 4000, c'est ça. On a oublié quelque chose, c'est la phase hygiénisation. Je vous ai parlé de chaleur résiduelle de nos moteurs. Ce genre de produit, il faut absolument l'hygiéniser pour pouvoir le répartir sur les différentes... C'est la réglementation qui nous le demande. On va en parler tout à l'heure. De manière absolument à pouvoir les distribuer dans nos méthaniseurs agricoles. Et on a l'opportunité de l'avoir de la chaleur résiduelle, autant la valoriser bien, quoi. Comment ? Non, mais je crois que vous l'aviez dit déjà. Oui, le fait qu'on voulait il y a des choses quand même. Pas tout dit. Non. Ah non. Pas assez. Mais moi, j'ai une question quand même, Frédéric, parce que je vois que Peggy, elle ne tient même plus sa montre, mais parce qu'on a vraiment trop dépassé. Mais j'ai une question, parce que tout à l'heure, vous avez dit on va passer à la collecte. Ça veut dire que vous allez modifier vos statuts, en fait ? En fait, nos statuts, on les modifie tous les ans. En fait, on est syndicat de traitement, mais de transfert-traitement. Alors, on a déjà de très bonnes relations avec le contrôle de légalité, tant sur la partie marché public que sur la partie statut. Et c'est vrai que nos statuts, on les modifie très souvent. Donc c'est possible. Là, il y a 2 ans, on a repris tout le parc de points d'apport volontaire. Donc on faisait déjà la collecte en apport volontaire, enfin le ramassage, puisqu'on n'est pas syndicat de collecte, c'est très différent. Donc on faisait le ramassage des points d'apport volontaire. Et là, on nous a transféré le parc, donc on a modifié une première fois les statuts. Là, on est encore en train de les modifier parce qu'on met en place une collecte de papier de bureau et d'archives, donc pour les administrations et entreprises. Donc en fait, on a déjà ce service d'apport volontaire. On va devoir encore toiletter une fois de plus les statuts pour pouvoir aller chercher les gros producteurs, parce qu'il faut que ce soit optimisé sur la même tournée, quoi. C'est ça, en fait.
Merci messieurs, voilà, c'est très masculin. Moi je suis très fière parce que c'est encore un panel de super acteurs sur qui on peut s'appuyer. Et la collecte, on la fera en régie. Je sais Ah plus oui, si on l'a excusez-moi. dit, ça, par En contre. régie, s'il vous plaît. Traitement On et collecte en maîtrise régie. jusqu'au bout. Et on n'a rien contre les prestataires, j'en ai vu là. Donc, parce qu'on en a besoin, on en a besoin parfois. Eh Mais bien, ça dépend du boulot, ça dépend du oui, métier. c'est ça, ça dépend. Tout est une question de personne aussi. Eh bien, je vous remercie. Si vous pouvez les applaudir, je pense qu'ils ont... Bon on l'a vu, tout ça se fait pas tout seul non plus. Il faut des accompagnements. Alors financiers, on l'a largement dit, mais on va le redire. Donc l'ADEME finance largement les équipements, la partie investissement. La région, donc en tant que planificateur, va plus accompagner la partie études. On peut le dire. Il faut rendre aussi les choses claires. Bonjour Léa, je t'avais pas vu du coup. Mais il n'y a pas que des accompagnements financiers. On peut avoir aussi des accompagnements sur la concertation. On verra ça aussi avec un travail qui a été fait par Biomasse Normandie. Et puis, d'autres appels à projets qui se mettent en place, alors plus au niveau national, mais on espère bien corrompre Fanny pour qu'un projet normand sorte parmi les 6. Elle est là. Et parce que j'aimerais bien quand même qu'on soit dans les meilleurs, quitte comme d'habitude. Et puis, on aura quelqu'un qui va nous présenter un financement participatif assez intéressant. Et donc là, j'en dirai pas plus. Donc j'appelle Émilie Nourrisson, donc chargée de mission, j'ai pas la musique, mais à la région Normandie. J'ai la chance de travailler avec elle. Gauthier Desanglois, donc ingénieur énergie renouvelable à l'ADEME. J'ai également la chance de travailler avec lui. C'est mon préféré là-bas. Loïc Marie-Joseph, que je ne connaissais pas, mais qui m'a l'air tout à fait parfait. Fanny, on ne la présente plus. Et Sébastien Gacougnol. Donc j'espère que je n'ai pas dit ça. C'est très bien dit, non ? Très bien, bon, comme d'habitude. Et donc, je vais commencer avec toi, Émilie. Donc, bonjour, Émilie. Bonjour. Donc, là, je vais te laisser la zapette, d'ailleurs. Donc, je vois que la région et l'ADEME ont lancé un appel à projet. Alors, un premier appel à projet plutôt collecte. On en a parlé tout à l'heure. Il y en a 2, plutôt traitement qu'on verra après avec Gauthier. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet appel à projet ? Oui, alors l'appel à projet a été lancé en 2020, donc conjointement avec l'ADEME. Donc il y a 2 sessions qui ont eu lieu l'année dernière. Une session 1 en janvier et une deuxième session au mois de septembre. Donc ces 2 sessions sont terminées. Et il y a une 3e session qui vient d'avoir lieu avec un dépôt qui a été fait, un pré-dépôt qui a été fait au mois de mars et un dépôt final qui est prévu au mois d'avril. Et il y aura une dernière session, donc la session 4, qui aura lieu en septembre, avec un dépôt final au mois de novembre, et ça sera la dernière session de financement, étant donné que le tri à la source des biodéchets doit être effectif en 2023, et donc il n'y aura plus de financement sur cette partie-là. En fait, par rapport, parce qu'on ne peut pas trop présager de la session 3, mais on peut peut-être parler des 2 précédentes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous dire combien de collectivités, donc ça y est, c'est fait, combien de collectivités ont répondu à cet appel à projet, justement ? Alors, au total, ce sont 17 projets qui ont été lauréats de l'appel à projet. Bravo les Normands. Sur la session 1 et sur la session 2. Donc l'année dernière, avec majoritairement des études sur la généralisation du tri à la source des biodéchets, donc 15 études, une expérimentation et une mise en œuvre. Donc là, on peut voir sur la carte, en bleu, ce sont toutes les collectivités qui ont étudié ou qui sont en train de terminer l'étude des biodéchets, et en vert, celles qui sont sur une mise en œuvre partielle notamment. Du coup, j'espère qu'elles sont toutes présentes. Je crois qu'elles sont majoritairement présentes aujourd'hui. Et puis c'est important parce que tout à l'heure, elles pourront rencontrer justement pour transformer l'essai, passer le stade de l'étude, rencontrer nos offreurs de solutions normands ou en phase de le devenir, je le dis. C'est un événement normand, donc j'aimerais bien le dire. Bon, et sur la session 3, en fait, j'ai vu que ça avait bien marché. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, on a eu beaucoup de demandes sur la session 3, donc 17 projets prédéposés ou en cours de prédépôt, qui comprennent aussi la tarification incitative. Mais sur ces 17 projets, il y a 10 projets qui sont sur la thématique biodéchets. Et on peut voir que sur cette session, on a moins d'études et plus de mise en œuvre. Et donc 3 collectivités en études, 6 en mise en œuvre et une collectivité qui a proposé un projet de prévention des déchets verts.
Donc au total, 28 projets biodéchets sur les 3 sessions qui ont eu lieu. Bon, on n'est pas aux 69 collectivités. Donc, comment elles font les autres pour répondre à la session 4, Émilie ? Alors. Du coup. Pour répondre à la session 4, donc vous avez beaucoup d'informations sur le site Nessi. Donc vous pouvez télécharger à tout moment un pré-dépôt. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le mois de septembre pour pré-déposer. Vous pouvez pré-déposer à tout moment sur le site Nessi. Donc Normandie économie circulaire, c'est ça, Nessi. Oui. On a remis le lien Nessi dans la diapositive qu'on vous présentera tout à l'heure. Ensuite, il y a un entretien avec la région et l'ADEME qui vous est proposé, donc un entretien de 30 minutes. Toute cette phase-là, en fait, vous pouvez encore retravailler votre projet. Ce n'est pas un projet définitif. C'est seulement en fait, au niveau du dépôt final que vous ne pourrez plus modifier le budget, etc. Donc, mais toute cette phase-là, en fait, vous pouvez encore tout à fait travailler votre projet. Ah, c'est bien, parce que ça, c'est important ce que tu viens de dire, parce que souvent, les collectivités, elles me disent « Ah, mais moi, j'étais pas prête pour répondre au pré-projet, c'est trop près. » Mais en fait, c'est un pré-projet, tout est dit, justement. On garde un peu de temps, justement, pour déposer le vrai projet. Et donc, moi, si je suis une collectivité, tu m'aides comment ? Enfin, vous m'aidez comment avec l'ADEME sur cet appel à projet ? Donc, effectivement, il y avait... Alors, je sais pas. Il y a la partie. J'ai quand même juste oublié. Tout au long du projet, on demande quand même, alors c'est de l'aide aussi, à ce que la région et l'ADEME soient associés, soit au COPIL, soit au COTEC, pour qu'on puisse vous accompagner. Alors, effectivement, il y a la partie financière, mais il y a aussi la partie plus technique, où on demande aussi d'être présent et on peut aussi vous apporter tout le retour d'expérience qu'on peut avoir sur la Normandie ou hors Normandie. Et donc. J'étais sur la partie financement, en fait, oui. Parce que je voudrais savoir combien tu vas m'aider pour mettre en place le tri à la source des biodéchets. Effectivement. Alors là, vous pouvez voir que l'ADEME et la région ont aidé sur des études territoriales et sur de l'expérimentation de collecte biodéchets, mais sur la prochaine session, sur la session 4, on sera plutôt sur du financement, de déploiement, d'extension ou l'adaptation de la collecte. Et donc, on est sur un financement à 10 € par habitant DGF, avec une limite de 55% des dépenses éligibles et 2,5 millions d'euros au total sur 3 ans. Et il y a aussi 50 à 70% d'une partie des dépenses de communication, d'animation, de sensibilisation. Et ensuite, il y a le compostage partagé et la prévention au changement de pratique sur la gestion des déchets verts. Et donc, là aussi, on est sur un investissement à 55% des dépenses éligibles et de communication et de sensibilisation à 50 à 70%. Alors, je le redis, hein, c'est une mix. On peut mixer les aides. Hein. C'est pas que l'un ou l'autre. Ça peut être les deux, les trois. Par exemple, sur le changement de comportement, c'est quoi en fait le changement de comportement ? Quels outils on pourrait justement subventionner, par exemple ? Par exemple, on peut être sur le financement d'un broyeur, en fait, que la collectivité... Alors, il faut que ça soit un projet global quand même sur l'utilisation du broyat, sur la mise à disposition auprès des communes, des particuliers. Il faut que ça soit un projet global, mais oui, effectivement, on peut financer tout à fait un projet d'achat de broyat. La globalité, ouais, c'est important, parce que c'est pas un appel à projet sur les déchets verts qui ne serait pas accompagné si c'était uniquement sur les déchets verts. On est bien d'accord ? Exactement. Ok, merci Émilie. Bon, est-ce que tu peux passer à Gauthier Lazapette ? Bonjour Gauthier. Donc, Bonjour. Je suis super contente de t'avoir en face de moi. Et moi Hier, je t'avais à côté de moi. Ça change. Et puis, du coup, tu vas nous présenter l'autre appel à projet des conditions qu'on l'appelle. Exactement. Donc effectivement, l'ADEME et la région réalisent un appel à projet pour soutenir le déconditionnement et ou l'hygiénisation des biodéchets en Normandie. Donc pourquoi on a lancé cet appel à projet ? Il y a deux raisons. La première, c'est Marie qui l'a expliqué plus tôt, c'est qu'il y a un certain nombre d'unités actuellement en Normandie. Il y en a... Oui, c'est bon, ça va. Il y en a 12 qui concernent l'hygiénisation et 4 qui concernent le déconditionnement. Donc on se rend compte qu'en termes de capacité, ça ne permet pas de valoriser la totalité des biodéchets en Normandie. Et deuxième point, c'est aussi la localisation de ces unités qui ne sont pas du tout homogènes sur le territoire normand.
Oui, je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure de Haute-Normandie. Je crois que c'est Erwan, mais il est breton, donc on va l'excuser. Alors du coup, Mais c'est vrai je vais que prendre sur la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. Sur l'ex-Basse, ça manque de déconditionneurs, c'est ça. C'est ça, c'est qu'actuellement, on en a 3 sur la ex-Haute-Normandie et un seul en Basse-Normandie. Et l'objectif, bien sûr, c'est dans un premier temps, c'est de valoriser ces biodéchets, mais aussi de les valoriser localement. Donc l'objectif, c'était, comme je signifiais, c'était d'augmenter la capacité de traitement des biodéchets en Normandie. Donc il y a 2 phases à cet appel à projet. Il y a une première phase qui est la phase étude préalable, qui peut être financée par la région ou l'ADEME. L'objectif, c'est justement de justifier le besoin d'installer cette unité et de pouvoir la dimensionner et voir aussi quelle structure on veut mettre à ce projet, quel partenariat on veut mettre avec les différents acteurs de cette filière. Et puis on a la phase 2 qui est vraiment la phase d'investissement pour laquelle l'ADEME peut aussi vous accompagner avec l'acquisition des équipements nécessaires et puis la mise en place de l'unité comme étudiée. Donc aujourd'hui, il y a une ultime session qui est ouverte jusqu'au 13 mai 2022. Je dis ultime parce que, en tout cas pour l'ADEME, ça fait partie du financement plan de relance. Donc on est vraiment sur la dernière année de financement de ces outils. Pour autant, c'est pas forcément trop tard pour vous. Vous pouvez toujours lancer une étude jusqu'au 13 mai 2022 si vous souhaitez qu'il y ait un cofinancement ADEME et plus tard si jamais vous voulez que la région finance. Et on sera heureux de pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Qui est concerné par cet appel à projet? Un peu tout le monde. Il y a les agriculteurs, méthaniseurs, composteurs, il y a les entreprises de traitement de déchets, il y a les collectivités, syndicats de traitement de déchets. Il y a tout le monde parce que ça fait partie d'un partenariat entre ces différents acteurs. On n'a pas une volonté d'avoir une entreprise privée qui ait le monopole de ces gisements de la ligne complète, du transport, de la collecte, de la valorisation et puis ensuite de la méthanisation ou du compost. Il y a vraiment une volonté de créer des partenariats où les collectivités sont vraiment présentes dans ces projets. Et quels projets sont éligibles? On en a référencé 2, mais si jamais vous avez des meilleures idées, on est tout à fait à même de pouvoir les écouter. C'est qu'il y a premièrement l'installation d'une unité sur un site de traitement qui puisse être local. Monsieur Delaporte évoquait le fait que quand on a une unité de cogénération, on peut utiliser la chaleur pour l'hygiénisation. Ça en fait partie. C'est éco-responsable. Et puis on a aussi l'installation d'une unité mutualisée pour lequel, sur une collectivité, on pourrait retrouver une installation qui déconditionne et hygiénise, et puis qui va redistribuer la pulpe ou la soupe, comme on veut l'appeler, auprès d'autres unités de méthanisation ou d'unités de compostage. Concernant le taux de financement, concernant les études, on peut financer votre étude entre 70 et 50% en fonction du statut du porteur de projet. Et concernant l'investissement, on est entre 55% et 35% de l'assiette de dépenses éligible. Et voilà. Merci Gauthier. Voilà. Après, c'est vrai que je vais passer la main à Loïc, en fait, et pareil, la Zafette. Donc Loïc, vous n'allez pas nous présenter une aide financière de Biomasse Normandie? Non. Pas. Dommage. Mais vous allez nous aider autrement, en fait. Vous allez aider les acteurs du territoire autrement, je pense. Et c'est tout aussi important, à mon sens. C'est ça, je vais vous parler plus d'une solution qui est une approche sociale. Donc je vais vous parler de la charte Méta Normandie. Mais avant, je vais contextualiser mon propos. Donc souvent à l'échelle nationale, les objectifs à l'échelle nationale et la réglementation à l'échelle nationale, et entre cette réglementation-là et sa déclinaison à l'échelle territoriale, donc la mise en place de ces objectifs et la mise en œuvre de la réglementation, il y a un écart. Donc si on prend l'exemple de l'obligation du tri à la source des biodéchets fin 2023 et des différents objectifs de valorisation de ces biodéchets, on peut se rendre compte qu'il y a des freins et des obstacles à l'échelle des territoires. Alors il y a plusieurs raisons à ces freins, ces obstacles, mais il y a une raison, c'est le manque d'appropriation locale, c'est-à-dire la difficulté pour les collectivités
les populations locales à comprendre et à appréhender les enjeux et les bénéfices de cette réglementation et à les mettre en place au regard des spécificités de leur territoire. Et pourquoi l'appropriation locale Pourquoi l'appropriation locale est importante d'un côté, parce que il faut que les territoires et les collectivités puissent s'approprier et mieux comprendre les enjeux de la collecte. Ça, c'est la première partie. De telle façon à ce qu'on puisse capter le maximum de ces biodéchets. Et de l'autre côté, il faut comprendre les enjeux de la valorisation, donc des filières de valorisation de ces biodéchets, pour que ces biodéchets soient détournés de l'incinération et de l'enfouissement ou du stockage. Et donc moi, c'est sur cette deuxième partie que j'aimerais attirer votre attention, parce qu'une des solutions de valorisation de ces biodéchets, c'est la méthanisation. Et donc aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous présenter et donc d'introduire la charte Méthanormandie. La charte Méthanormandie, c'est une initiative régionale, c'est une initiative collective qui a été portée par Biomasse Normandie, mais par les acteurs aussi du programme d'animation Méthanormandie. Donc Gauthier à mes côtés et l'ADEME. Donc cette GRDF, et que je mettrai les logos après de tous les partenaires qui ont participé à la co-construction de cette charte. Et donc le but de cette charte, c'est de favoriser les projets qui ont associé donc les décideurs et les porteurs de projets et les acteurs locaux, à savoir les élus locaux, les riverains, les associations locales. C'est-à-dire qui ont favorisé le dialogue territorial. Et qu'est-ce que c'est que le dialogue territorial ? C'est d'un côté informer les acteurs locaux de telle façon à ce qu'ils puissent donc comprendre les enjeux de la méthanisation, ses bénéfices, ses limites, et donc à la mettre en place sur les territoires. Et de l'autre côté, et ce qui est très important dans le dialogue territorial, c'est la partie concertation. La concertation des acteurs locaux, c'est un élément essentiel. Ça va permettre d'écouter les territoires, de mieux comprendre les contraintes et les attentes qu'il peut y avoir au niveau local, et donc de favoriser l'intégration territoriale des projets. Donc cette initiative, à part si tu veux poser une question. Regardez bien les logos si GRDF est indiqué, parce que Fanny, elle regarde là. Tout est bien indiqué. Donc c'est une initiative régionale qui a débuté en 2019. Elle a mis du temps à se mettre en place. Puis cette année, l'année dernière, elle s'est concrétisée. C'est une initiative donc qui a été portée par les acteurs que vous voyez ici présents. Et on a aussi concerté et associé en fait des exploitants d'unités de méthanisation pour se rendre compte peut-être des limites que eux voyaient. Mais aussi, on a associé des élus locaux qui ont participé aux ateliers qui ont été mis en place, des ateliers de concertation et d'intelligence collective, pour construire ce document qui sera une première brique pour faciliter l'appropriation locale. Et cette charte rentre maintenant aussi dans la continuité des travaux qui ont été faits, notamment à l'échelle nationale, la dernière mission sénatoriale qui propose plusieurs axes d'amélioration de la méthanisation en France. Et deux de ces axes c'est mobiliser davantage les collectivités territoriales et, et renforcer les outils de concertation. Donc qu'est-ce que c'est ? Comment se construit cette charte finalement ? C'est simple. Il y a des engagements pour les porteurs de projets, pour les élus locaux et pour les acteurs régionaux, donc les acteurs institutionnels et techniques. Tous ces engagements, c'est des engagements qui visent à être appliqués en amont des démarches administratives, car c'est un moment, les démarches administratives, le début de ces démarches-là, où le projet est plus ou moins ficelé. Donc tout l'intérêt de la concertation et de l'information des acteurs locaux, c'est que ça arrive en amont de cette étape-là, de telle façon à ce que la prise en considération soit effective et réelle. Donc pour les porteurs de projets, les engagements déterminent les actions minimum à mettre en place pour initier le dialogue territorial. Donc concrètement, c'est j'informe sur tel sujet, je concerte sur tel sujet, et je me forme sur tel sujet. Pour les élus locaux qui peuvent co-signer cette charte, ils ne co-signent pas cette charte pour soutenir les projets, mais bien pour faciliter le dialogue territorial sur leur territoire. Concrètement, c'est je facilite l'information des acteurs locaux, je facilite la concertation des acteurs locaux, donc je participe à une dynamique d'échange et de dialogue sur mon territoire. Et pour les acteurs régionaux, ce qu'on a vu afficher, ceux-là,
Eh bien, tout simplement, c'est des engagements qui visent à intensifier l'accompagnement, à sensibiliser à la fois les porteurs de projets et les élus locaux, les collectivités, au principe de dialogue territorial. Merci Loïc. Vous avez quelques chartes à disposition ou c'est trop tôt ? Alors du coup, c'est encore un peu trop tôt parce que le circuit de signature de tous ces acteurs vient de commencer. On a déjà reçu quand même pas mal de signatures et puis c'est un projet qui a été concerté sur la longue durée. Donc on s'est assuré que ce soit une vision partagée, quelque chose qui soit vraiment représentative et qui soit équilibré de tous les acteurs qui ont participé. Et donc mi-avril, normalement, on pourra lancer cette charte et voir la première brique, je l'espère, d'une dynamique sur l'appropriation locale. Et si je peux juste rajouter un petit mot, c'est que cette charte semble extrêmement importante pour l'ADEME, pour forcer au dialogue justement entre les collectivités, les porteurs de projets. Et cette charte fait partie intégrante des critères d'éligibilité pour être financée et subventionnée par l'ADEME. Donc par les porteurs de projets dans un premier temps. Et si l'élu local signe aussi cette charte, ça fait partie des critères d'appréciation. Je te remercie pour cette précision très importante et du coup j'en profite pour ajouter que ce sera aussi un critère d'éco-sélectivité des aides FEDER, le Fonds de développement régional. J'ai même pas eu le temps de le dire. Merci Loïc. Avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup Loïc. Si tu peux donner à Fanny. Donc, parce qu'elle s'inquiétait de ne pas se voir apparaître, mais là, elle est en grand et on va reconnaître. Je ne m'inquiétais pas du tout, je savais. Et je ne reviens pas encore sur l'intérêt, l'utilité, et on félicite du coup Méta Normandie pour ce beau projet et qu'on est fiers de porter à vos côtés. Je reviens sur le temps fort de Monsieur Paz pour vous dire que j'ai choisi la chaise verte, pas pour rien. Et dans ce contexte économico-politico, on ne sait plus comment on doit appeler, j'ai RDF présent aussi sur cet atelier. Je remercie la région. Ça a un sens. Le gaz que l'on utilise aujourd'hui, on a 17% qui vient de la Russie. Demain, l'avenir de notre gaz, il se joue entre les mains des territoires. C'est essentiel qu'on en soit conscient parce que nous-mêmes, GRDF, on ne fera rien sans vous. On ne fournit pas de gaz. Nous, on est juste là pour s'occuper du réseau. Que vous soyez d'ailleurs une collectivité qui dispose ou non du réseau, puisqu'on sera là pour accorder les unités de méthanisation de demain, d'aujourd'hui et de demain. Et je voulais juste redonner ce sens-là parce que le gaz vert de demain, c'est le gaz nécessaire à la vie économique dans nos territoires. En Normandie, nous sommes une terre d'industrie. D'industrie où on a une consommation gazière nécessaire. Oui, il y aura de la sobriété. Oui, on va avoir de la réduction et c'est tant mieux, mais on aura nécessairement besoin de gaz pour demain et ça, il faut qu'on en soit conscient. Donc la trajectoire naturelle, c'est le gaz renouvelable, la méthanisation, vous avez eu des explications, c'est pas le but aujourd'hui de ma présentation, mais je voulais quand même faire cette introduction parce qu'elle est nécessaire. Et les collectivités, vous avez un rôle qui est pas facile. Vraiment pas facile. Et moi, je ne peux que vous féliciter sur le rôle déjà que vous jouez. Parce que, comme nous, vous êtes là pour être facilitateur, mais vous ne pouvez pas prendre parti non plus pour les projets. Et ça peut, des fois, remuer quelques dialogues compliqués. Je vois monsieur Laporte qui... Parce qu'on le vit, voilà. Et on le vit aussi à vos côtés. Et on est là, à vos côtés aussi, pour assurer ce rôle de facilitateur. Et pourquoi tu nous parles plus là de ton appel à projet ? Mais non, mais je vais t'en parler. En plus, j'avais que 3 minutes. Mais c'est pour ça, parce que ça veut dire que tous les candidats sont retenus déjà ou c'est pour ça donc l'appel à projet, il a été publié en début d'année. Il s'inscrit, je vais avancer parce que sinon, avec une dynamique. On n'est pas les seuls à le porter. Hein. On porte cet appel à projet avec le FNCCR et l'Agence des économies solidaires. Donc ça, je tiens aussi à l'appuyer. Il s'inscrit dans une dynamique qui est la vôtre, hein, celle déjà régionalement ADEME, qui est très très forte, puisque déjà depuis 2 ans, on a vu réellement les collectivités venir même vers nous, GRDF, alors qu'on n'est pas un acteur du déchet, hein, clairement, on n'est pas un acteur du déchet, mais on a vu des collectivités venir vers nous, et ça c'est plutôt encourageant.
Donc, il s'inscrit dans cette dynamique qui est celle de la réglementation, mais il s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des collectivités, puisque les collectivités, ce sont nos interlocuteurs. On est sur un appel à projet nous, on nomme V2. Pourquoi V2 ? Parce qu'il y a eu un premier appel à projet, mais en plein Covid. Alors peut-être que certains sont peut-être passés à côté. Mais je félicite ceux qui ont répondu, parce que l'appel à projet V1, c'était la publication de 7 revues. En tout cas, il y a certains acteurs présents dans la salle qui sont référencés dans cette revue. C'était une revue à destination des collectivités qui était là pour référencer les solutions innovantes mises à disposition pour valoriser ces biodéchets. Et je trouve que le terme biodéchets n'est pas adapté. Dans le cas présent, on va plutôt parler de bioressources. On est là pour parler d'une ressource pour notre gaz vert de demain, aussi bien ressources énergétiques, mais ressources agronomiques. Monsieur Delaporte a parlé tout à l'heure de l'azote et de l'impact de l'engrais sur nos terres. Avec la méthanisation, vous allez réduire tout cela. Donc ça, c'est une brique aussi nécessaire et à rappeler pour pouvoir insister sur l'intérêt aussi de ces biodéchets, alors à la réduction, au tri, mais le tri de qualité. Ce matin, on a parlé des plastiques. Un tri de qualité est nécessaire. Donc cet appel à projet, il s'inscrit aussi dans toute cette chaîne. Dans toute cette chaîne de la sensibilisation à la précollecte, à la préparation au traitement et au retour au sol. Il est à destination des collectivités, avant tout, et d'un groupement d'acteurs qui peuvent répondre avec ces collectivités. C'est important de le dire, puisque aujourd'hui, et Normandie était vraiment un exemple aussi, c'est que seul, on ne fait pas grand-chose. Du coup, dans le biodéchet, c'est nécessaire de monter ces chaînes de circuits courts pour faire, au final, du bon sens. Voilà, du bon sens. Donc, je l'ai dit, une ou plusieurs briques. Et t'es passé un peu vite tout à l'heure parce que j'ai vu que tu avais modifié aussi. Enfin, vous avez modifié, c'est pas toi, encore avant. Oui, dis-moi. La deadline pour la. Ah oui, mais ça, j'allais vous le dire à la fin, bien évidemment. Bah oui, c'était là. Hein. Ouais, mais j'allais vous le redonner à la fin parce que c'est quand. C'est bientôt quand même. Dépêchez-vous si vous n'avez pas commencé à lire le cahier des charges. Mais je suis là pour ça et du coup, j'ai pas de chéquier, enfin, j'ai le chèque, etc. Je ne prends pas, même si elle a dit que. Mais je suis sûre que nous aurons des beaux groupements qui vont répondre. Donc je reviens, j'avance parce que du coup, tu vois, je vais prendre trop de temps à cause de toi. Hein. Non, alors, les lauréats et les candidats. Et sur quoi, au final, c'est pas que GRDF, hein, bien évidemment, qui va faire la sélection. On a un comité, c'est très sérieux tout ça. Et on a des critères. Alors les critères, moi je me suis notée. Donc c'est dur à dire. La réplicabilité du modèle, le caractère innovant des solutions ou de l'ensemble des solutions proposées, la pertinence économique. On a parlé. Nos élus, ils n'en veulent pas. C'est difficile, voilà, c'est difficile. L'intérêt par rapport au gaz vert, alors oui, c'est GRDF qui porte le projet. Si vous avez un projet où il y a de la cogénération, vous ne serez pas mis de côté. Vous pouvez répondre, mais il y a un critère qui est sur la valorisation de gaz vert. Donc, il y aura une pénalité. Je vous le dis, là, je suis honnête. Et la pertinence du modèle d'économie sociale et solidaire du territoire. Donc c'est vraiment aussi un enjeu fort de cet appel. Alors, parce que GRDF, on n'est pas financeur, hein, compris. Mais par contre, sur cet appel à projet, vous pouvez cumuler les aides déjà citées et les nôtres. Donc il y a 2 pavés. Vous avez un pavé étude, donc on est jusqu'à 30 000 € si on est sur une étude de faisabilité et jusqu'à 130 000 € si on est sur une expérimentation. Attention, nous avons 6 lauréats et c'est pas normand, c'est national. Du coup, je sais que la Normandie est internationale, mais il y a un peu de concurrence. As-tu vu comment on écrivait Normandie dans le hall? Merci, avec un Y. Normandie, région monde. C'est ça, hein. Et Fanny, c'est important, tu as dit quelque chose aussi qui peut paraître inaperçu, mais en fait, effectivement, on peut avoir les financements publics ADEME Région, et vous êtes des financements
plutôt privé. Privé. Du coup, on sera considéré comme un financement privé. C'est pour ça que vous pouvez effectivement associer. Et si vous avez déjà réalisé une étude ou vous voulez aller un petit peu plus loin dans une étude, c'est tout à fait possible, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui sortent de leurs études, là, qui sont... Enfin, leurs études, vous avez compris, vous ne sortez pas de l'école, mais vous venez de faire vos études. Donc, c'est un fait. Vous pouvez effectivement aller plus loin à travers ce spectre-là. Et une prestation d'AMO aussi qui est cumulable sur votre projet. Vous pouvez la demander de toute façon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez venir me voir. Je serai dans la salle pendant l'heure après les bons élèves qui vont passer devant vous, qui attendent devant. Et que vous avez surtout le 8 avril. Donc, c'est demain pour répondre à cet appel à projet. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Fanny. Un bravo de Monsieur Delaporte, j'ai reconnu son micro. Et on lui tourne dans le dos. Alors là, tu vas pouvoir passer ton micro à notre voisin. Et je suis fière de passer le micro à Sébastien parce que nous venons de officialiser l'injection d'une unité de... Alors, c'est pas en Normandie, mais c'est tout récent. Hein. Tu vas redonner on la va pas date. en parler alors. C'est bon, on ne parle que du Normand. Nous. Est-ce que vous pouvez passer... Voilà, très bien. Alors moi, je vais te donner quand même juste un petit truc pour mettre un peu, une mise en bouche ou du teasing. Sébastien, il a réussi un record. En moins de 24 heures, il est capable de lever 700 000 € en financement participatif quand même. Alors oui, ça demande quand même un peu d'applaudissements, parce que moi, j'ai essayé pour les chiens et les chats. Je ne suis pas arrivée à 700 000 €, malheureusement. Donc, donne-nous ton secret, parce que... c'est merci quoi, pour en fait cet accueil. Alors, quelle ambiance sur ces conférences. Merci beaucoup, c'est très, très sympa. Hein, bon, on a envie de rester. Donc, sur ce sujet en particulier, quid de ce record? Alors effectivement, c'était le deuxième record de la plateforme qu'on a choisi, qui s'appelle Lita, qui est une plateforme de crowdfunding dédiée aux investissements à impact, c'est-à-dire à impact social ou environnemental. Crowdfunding, c'est le financement participatif. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà? Je vais peut-être faire un petit aparté sur le modèle économique global d'une unité de méthanisation et la façon dont nous, on peut travailler très rapidement. Donc, nous, Trion, on a deux grandes activités principales. La première, c'est la gestion des biodéchets avec sensibilisation et collecte sélective. Et la deuxième, qui est historique chez nous, c'est la valorisation des biodéchets et la production d'énergie renouvelable. Pour ça, on va faire l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que grand 1, on développe le projet à partir d'une page blanche. On va chercher les accords commerciaux, on fait tout le permis CPE, on va financer nous-mêmes une partie ou la totalité du projet, toute la construction, la conception, et ensuite l'exploitation de cette solution. Et donc, on est dédié sur le biodéchet alimentaire. Nos installations de méthanisation reçoivent uniquement du biodéchet alimentaire et tout est dimensionné pour ça. À chaque projet, on va créer une société dédiée. En l'occurrence, quand on est tout seul ou accompagné d'acteurs privés à bord, on fait une SAS, mais il est tout à fait possible de trouver d'autres formes juridiques au cas par cas. Et il est tout à fait possible aussi, et c'est notre volonté, d'intégrer des parties prenantes dans le capital de ces sociétés-projets pour que, sur ce sujet du biodéchet, qui est un sujet qui quand même anime les débats et les réflexions depuis plusieurs années, on essaye de travailler un peu ensemble. Parce qu'on a historiquement des acteurs qui ont, comme ça a été dit plusieurs fois, des chaînes de valeur ou parfois des monopoles, et que sur le sujet des biodéchets, moi j'observe quand même depuis plusieurs années, à cause de ce manque de collaboration, de l'inaction très très forte. C'est-à-dire qu'à force de dire mais comment on se... Ah pardon, vous m'entendez pas? À force de dire comment on s'organise, quelle est la compétence, qui fait quoi, on arrive à rien faire du tout, à repousser le sujet à demain et après-demain, et comme ça a été dit tout à l'heure, surtout à nos petits-enfants. Donc nous on a essayé de se dire comment on peut, à chaque projet, essayer de regarder dans la même direction, de travailler ensemble, et y compris entre partenaires concurrents, on peut travailler soit sur des services communs, soit surtout rejoindre capitalistiquement, être intéressé capitalistiquement sur le même objectif pour se dire attendez les gars, on a tout intérêt à ce que ce méthaniseur il fonctionne bien, à ce qu'il soit bien rempli et à ce qu'on aille vite. Alors, pardon, je fais un grand détour, mais la conclusion sera rapide. Un autre exemple sur le module Yvelines, qui est notre première installation. Donc nous, on a développé et exploité ce projet. Les flux qui arrivent sur cette station, c'est en majorité des opérateurs de déchets des environs, soit des petits, soit des très grands, qui ont un exutoire du coup de proximité et qui viennent déverser chez nous.
Je crois que c'est toutes les cantines du département aussi. Non, il y a notamment toutes les cantines du collège du département qu'on collecte, soit nous, enfin une partie des collectes on les fait nous-mêmes et une autre partie est déléguée à Suez. Et donc tout ça pour vous dire que sur ces unités comme ça, les flux viennent de différents opérateurs et on s'en accommode très bien. Dans cette société, on est nous seuls actionnaires, enfin majoritaires, accompagnés par des fonds infrastructures, dont la Caisse des dépôts. Et sur des nouveaux projets, on peut envisager tout un tas d'autres choses. Voilà pour le montage général. Pardon pour cette introduction, je suis complètement sorti du sujet. Je reviens sur notre crowdfunding. Le crowdfunding, il peut se mettre sur n'importe quel projet de méthanisation en considérant que l'acteur de financement participatif, c'est un investisseur comme un autre. Et donc, il peut intervenir au capital d'une société de méthanisation ou d'une société projet, quelle qu'elle soit. Et c'est cet acteur spécialisé dans le financement participatif qui va lever les sous auprès de la communauté, bien sûr avec l'appui du porteur de projet, que les éléments de communication, d'arguments, etc. Mais donc, la plateforme, c'est elle qui va gérer la communauté au départ pour lever les fonds, toute la campagne, et ensuite dans le suivi du projet. Et dans lesquels il peut aussi y avoir une forme de gouvernance en fonction des statuts de la société projet, de ce qui est défini ou pas. Il y a des votes qui peuvent être passés, et c'est le cas. Nous, ça a été le cas pour notre première opération. Donc on a levé 700 000 € en moins de 4 heures sur une opération de dette. C'était aussi pour pouvoir se dire qu'on sait le faire, et on l'a fait rapidement parce que les conditions étaient avantageuses. Première opération qu'on a fait, on a souhaité décaler un peu le remboursement. Ça a été voté, et je ne sais plus combien de personnes qui ont mis des fois 100 €, des fois 10 000 €, on dit on est d'accord, on trouve que le projet a du sens, et on a décalé d'1 an le remboursement de Trion. Là, on voit bien une belle concertation à nouveau. Voilà, le territoire est acteur. Je veux dire, les personnes sont acteurs du projet, de votre projet. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Désolé, j'ai complètement... Mais non, mais vous n'avez pas passé la slide, je crois. Parce que je le fais pas, faut pas croire. Ah ouais, pardon, voilà, quelques animations. Voilà, donc ça, c'est les photos de notre première unité, donc qui va traiter jusqu'à 10 000 tonnes par an, qui est accueillie sur le territoire du syndicat Val-Océne. T'es en photo. Sur la commune de Carrière-sous-Poissy. On a été, du coup, le projet a été accompagné et financé aussi par la région et Île-de-France et l'ADEME. Et puis nos partenaires historiques. Alors la société projet s'appelle Modulo Yvelines. Les Yvelines n'ont pas du tout, ne sont pas intervenus, ne sont pas partie prenante réelle au projet. Simplement, ils nous ont confié la gestion des biodéchets de ces cantines. Et c'est un marché très important qui nous a qui nous a permis de nous lancer. Et donc en remerciement, on a nommé la société projet Modulo Yvelines, qui aujourd'hui va être, je pense, le premier département français à valoriser l'ensemble de ces cantines avant la réglementation, puisque dès cette fin d'année, on va valoriser les 115 cantines, y compris ceux qui sont inférieurs à 5 tonnes par an. Donc voilà, ça a été un pari entre guillemets judicieux du département de nous mettre à disposition un terrain il y a maintenant 2 ans pour qu'on puisse développer cette activité en temps record, et aujourd'hui c'est un véritable outil pour le territoire dans lequel on peut intervenir, dans lequel on peut faire des gouvernances aussi partagées avec du grand public, mais aussi avec des acteurs publics ou privés. Tout est possible, et c'est notre volonté d'arriver à travailler en mutualisation locale. Merci beaucoup Sébastien, merci à vous tous d'ailleurs. Voilà, on va le laisser. Alors les présentations, je vais les mettre sur Normandie Économie Circulaire, tu l'as dit Émilie, nessi.fr, n'hésitez pas à vous inscrire, vous aurez tout, parce que là on a passé un peu vite quelques slides, d'ailleurs il y en a quelques-unes qu'on n'a pas présentées. Il me reste vraiment à vous remercier, vous, et puis la table ronde numéro 1.